On va continuer à parler de la question de la relation amoureuse et de la question du couple, mais on va affiner un peu la perspective. Alors déjà, pour répondre à certains commentaires qui reviennent de temps à autre pour dire que, pour marquer l'incompréhension par rapport au terme de magie et précédemment au terme de bonheur, en disant que finalement, en pointant le fait que peut-être l'erreur, l'illusion serait dans le fait d'avoir trop d'attentes vis-à-vis de l'existence, en l'occurrence vis-à-vis de la relation amoureuse, et que tout viendrait de là. Je continue à penser qu'il s'agit d'une erreur fondamentale d'analyse, que c'est exactement le discours qui stigmatise d'habitude les attentes des surdoués ou des dits surdoués, qui pointent leur prétendue immaturité, et que ce discours s'adosse sur une prétendue rationalité qui serait la simple acceptation de notre condition humaine dans ce qu'elle a de finalement moyen, médiocre, avec des moments agréables, des choses confortables, aussi bien dans la relation amoureuse que dans le rapport au travail ou à l'existence en général, et que finalement on pourrait s'accommoder de cela. Et j'ai déjà dit dans un certain nombre dans d'autres vidéos que je pense que ça, c'est le subterfuge de la doxa actuelle. La doxa, c'est en grec l'opinion courante, c'est ce subterfuge qui consiste à nous faire croire que dans notre société, nous serions enfin des individus ayant un rapport rationnel aux choses. Sans voir que, si on prend la relation amoureuse, ce qui a soutenu pendant des siècles, des millénaires, d'une société à l'autre, un rapport au couple où effectivement le désir n'était pas au cœur du couple, et il n'était pas au cœur de l'union entre un homme et une femme, et il n'était pas question de magie là-dedans, en tout cas dans la relation. Ce qui a soutenu cette possibilité, c'est précisément des croyances qui permettaient de se figurer que quand on tenait son rôle dans l'institution, en l'occurrence la famille, on concourait par là à l'ordre général du monde, dans les tribus carrément du cosmos. On maintient la course des astres en tenant sa place dans l'ordre de la tribu. Et il n'y a encore pas si longtemps, dans les sociétés judéo-chrétiennes, précisément en se mariant et en tenant sa place dans le mariage et en venant le confirmer très régulièrement à l'église ou au temple ou à la mosquée, on s'inscrit dans un ordre prétendument éternel voulu par Dieu. Donc il n'est pas du tout, il est bien là aussi question de magie, question de sacré, question d'un infini. Simplement il est placé ailleurs et il permet de soutenir un quotidien relativement routinier. Mais il le soutient par des croyances très fortes. Et aujourd'hui, précisément, c'est l'absence de ces croyances qui fait que la routine apparaît pour ce qu'elle est, c'est-à-dire assez suffocante. Donc, on ne fait pas facilement l'impasse de l'infini, nous, êtres humains conscients de notre finitude, d'un infini imaginaire. On peut ne pas croire en Dieu, mais se passer de tout sacré, se passer de tout sentiment de communion avec les autres et avec une dimension imaginairement infinie, c'est sans doute impossible. Et donc, j'y reviens, la question de la magie de la relation amoureuse, elle reste cruciale, on ne peut pas s'en débarrasser si facilement. Alors, magie, évidemment, c'est un terme, dans notre ouvrage, on essaye de déplier, d'aller beaucoup plus avant dans l'analyse de ce que ça suppose sur un plan imaginaire, finalement, de ressentir quelque chose comme magique. Mais là, sur les vidéos, je peux me contenter de l'expérience qu'on a tous faite. Parce que précisément, on l'a tous faite, cette expérience. Ou en tout cas, on est beaucoup à l'avoir faite. De moments dans des relations amicales, des relations amoureuses, de moments qu'on vit comme étant magiques. C'est subjectif, ça. C'est-à-dire qu'on a bien conscience, bien sûr, on est tout à fait capable de dire que, de théoriser rationnellement et de dire que finalement, ces moments ne sont magiques que parce qu'on les perçoit comme tels, on se met pas à croire brutalement, ou pas forcément à l'existence objective d'un caractère sacré. N'empêche qu'on les vit comme sacrés, qu'on les vit comme des moments extraordinaires, et que précisément c'est de vivre ces moments-là, c'est de les avoir vécus, de les avoir inscrits dans notre mémoire, qui rend si difficile de s'accommoder d'un quotidien où ils auraient complètement disparu. Donc, si on y revient à cette nécessité, et si on va un peu plus loin dans l'analyse de ce qui peut faire du couple aujourd'hui un lieu d'enchantement, un lieu d'aventure, un lieu d'exploration douloureuse, l'aventure, c'est pas simple.
Il y a quelque chose dans l'aventure. Bon, moi je fais pas de voile, mais je suis assez gourmand des récits des marins, notamment de ceux qui font le Vendée Globe. Ce qu'ils racontent, c'est qu'il y a toujours un moment dans leur périple, coincé pas très loin du Cap Horn, entre les 40e rugissants et les 50e hurlants. Il y a toujours un moment où ils se demandent ce qu'ils foutent là, un moment de détresse absolue, un moment où ils ont froid, où ils ont de la fièvre, où ils sont à des milliers de kilomètres de nulle part, où personne ne peut venir les aider, où ils se demandent dans leur coque de noix, qu'est-ce qu'ils ont. Ils se disent, mais qu'est-ce que je suis con de m'être embarqué là-dedans, mais qu'est-ce que je fous là, je pourrais être dans mon lit tranquille, ça n'a aucun sens. Et ils font face à une détresse terrible. Et en même temps, cette épreuve, elle a quelque chose d'un rituel initiatique sans lequel l'aventure ne serait pas ce qu'elle est. Parce que c'est au cœur de ce vide que tout d'un coup ressurgit par des voix toujours mystérieuses. C'est le lendemain, le surlendemain, un rayon de soleil, le cri d'une mouette, la couleur d'un reflet sur la mer, quelque chose d'une sensation interne tout d'un coup, l'odeur de l'iode, quelque chose d'infime qui tout d'un coup, dans lequel se cristallise tout l'appel de l'existence et dans lequel l'individu renaît à lui-même, c'est-à-dire surtout renaît à son désir, renaît à sa quête de sens. C'est ça une aventure. Dans une aventure, il y a les deux. Il y a un aspect très douloureux. Quand je parle de la relation amoureuse et du couple comme aventure possible aujourd'hui, je parle précisément pas d'une mer calme et sereine où on ne découvrirait rien. Découvrir véritablement, c'est bien sûr douloureux, c'est bien sûr se mettre en danger, c'est bien sûr s'arracher à soi-même, c'est bien sûr accepter de mourir à soi-même pour renaître différent. Alors, pour l'instant, ce sont des formules. Je voudrais pointer un des angles par lesquels le couple peut être cet espace d'exploration, qui est très exactement aussi un des angles par lesquels il peut être une catastrophe aujourd'hui, qui est ce qui a été pointé aussi dans certains de vos commentaires, tout ce qui se construit autour de la question du genre, la question de l'identité sexuelle, qui est une question beaucoup plus complexe que la manière dont on l'aborde d'habitude. Parce que, parlons du genre. Alors, quand on parle de ça, ce qu'un certain nombre de gens ont pointé comme étant la théorie du genre, en insistant sur le mot théorie, comme si ça permettait de mettre ça dos à dos avec l'ensemble des théories du complot. Il y aurait une croyance dans le fait qu'il y a un genre masculin-féminin qui est détaché de la réalité biologique et qui varie d'une société à l'autre. Une théorie comme d'autres, et dans la bouche de ceux qui appellent ça la théorie du genre et qui la contestent, il y a évidemment au fond l'idée qu'il y a une sorte de complot des athées, des postmodernes, pour faire accroire l'idée que le masculin et le féminin ne seraient pas des essences éternelles, et pour grosso modo construire la société de débauche à laquelle ils aspirent. Bon, soyons un peu sérieux. Quand on a un peu de culture anthropologique, c'est une théorie, oui, au sens où tout est toujours une théorie. Bien sûr qu'il y a une probabilité non nulle que ce soit faux, mais en même temps, c'est l'évidence que dans les sociétés humaines, il y a deux choses très différentes. Il y a d'un côté l'opposition biologique, oui, ça, bien sûr, il y a une opposition biologique homme-femme, mais par-dessus cette opposition biologique, systématiquement, dans toutes les sociétés qu'on a pu observer, il y a la construction d'une autre opposition, qui est l'opposition masculin-féminin, et qui, si elle se fonde sur l'opposition biologique, ne s'y ramène pas du tout. Ne serait-ce que parce que l'opposition biologique, au fond, elle est discrète, c'est-à-dire c'est 1 ou 0. On est homme ou on est femme. Alors, je sais bien, c'est un tout petit peu plus compliqué organiquement parlant, et il y a une sorte d'hermaphroditisme, je ne sais pas si on dit ça comme ça, possible d'un point de vue biologique. Mais enfin, globalement, malgré tout, on est d'un sexe ou on est de l'autre, biologiquement. Alors que masculin et féminin, dans toutes les sociétés, sont susceptibles de gradation. On peut être plus ou moins masculin, plus ou moins viril, ou plus ou moins féminin. Et on peut être d'ailleurs biologiquement un homme pas du tout masculin, très féminin, ou une femme très masculine et pas du tout féminine. Et ce que les sociétés appellent masculin et féminin, c'est bien sûr une pure invention. À moins qu'il y ait une société dans l'histoire humaine, il faut savoir laquelle, qui ait reçu la bonne opposition, celle voulue par un dieu, ou par les esprits, ou par une réalité transcendante, celle qui serait l'opposition juste, auquel cas il y aurait effectivement un absolu du masculin et du féminin, mais cet absolu ne serait incarné que dans une culture donnée.
et toutes les autres seraient dans l'erreur. Bon, à moins d'adopter cette hypothèse, force est de constater que dans toutes les sociétés, finalement, on invente de façon arbitraire ce qu'est le masculin et le féminin. Autour de traits de caractère, autour de rapports au monde, de manière même de posture physique, de manière d'habiter son corps, de rapport à sa sexualité, des couleurs, de type d'habillement, de manière de placer sa voix, du vocabulaire et de la langue qu'on va adopter, des activités qu'on va accomplir dans l'espace social, dans tel ou tel espace social, des pouvoirs qui seront accordés, bref, etc., etc. Bon. Et ça varie totalement d'une société à l'autre. Les anthropologues savent très bien qu'il n'y a pas d'invariant. Il n'y a absolument pas d'invariant. Mais, alors ça, c'est un lieu commun quand même pour beaucoup de gens. Mais justement, là où c'est très mal compris, c'est que parce qu'on s'oppose parfois, et tout à fait légitimement, en tout cas qu'on conteste, la manière dont notre culture a édifié cette différence. Masculin-féminin dans notre société patriarcale, même si patriarcale, c'est toujours un terme un peu réducteur, c'est plus complexe, mais enfin globalement dans notre société patriarcale, ça a cantonné les hommes à un certain rôle, finalement assez aliénant, même si c'est le rôle dominant dans la société patriarcale, et les femmes à un certain rôle, avec tout ce que ça signifie finalement de choses dont l'individu se mutile, de droits inégalement distribués, etc. Et tout ce qu'on peut légitimement contester, grosso modo, voilà. Il y en a marre du machisme, il y en a marre de cette inégalité et de cette oppression, et on veut passer à autre chose, et on veut légitimement passer à autre chose. Mais la difficulté, le paradoxe, qui est aussi bien le lieu de l'impasse, le lieu éventuellement de la souffrance, que le lieu de l'enchantement, parce que précisément c'est le lieu du paradoxe, donc le lieu de l'invention. C'est que c'est pas comme si il y avait un masculin et un féminin qui étaient le vrai, l'authentique, une opposition authentique, par-dessus laquelle notre société aurait construit un fatras patriarcal insupportable, où les hommes sont censés faire la guerre, n'éprouver comme émotion que la colère, et les femmes, ils sont actifs, et les femmes sont dans la réception, la passivité, l'amour, la tendresse, etc. Enfin, ce genre de conneries. Bon, oui, d'accord, ce sont des conneries. Mais il n'y a pas de noyau de l'oignon. C'est-à-dire que si on enlève les différentes pelures, les différentes couches des constructions sociales qui, dans l'imaginaire collectif, définissent masculin et féminin, on ne va pas trouver un noyau qui serait, lui, une masculinité, une féminité authentique. Pelure après pelure, on arrive à rien, on arrive à une indifférenciation totale. Et c'est là le paradoxe. Ça veut dire que pour se construire comme homme ou comme femme, nous n'avons malgré tout pas d'autre choix pour se penser dans notre sexe que de s'adosser. Ça veut pas dire s'adosser, ça veut pas dire forcément le reprendre tel quel, mais que de s'adosser à la mise en récit de cette masculinité et de cette féminité dans la culture à laquelle nous appartenons. Donc, ça signifie bien sûr que nous en sommes pétris de cette culture patriarcale. Et pétris, alors, on peut s'en lamenter, c'est-à-dire on peut effectivement constater que, d'une certaine manière, il y a une misogynie ou un machisme qui traverse tout le monde. Même les plus féministes des femmes ont intériorisé quelque chose de cette misogynie et de ce machisme. C'est ce que Virginia Woolf décrivait très bien dans son magnifique ouvrage très féministe, Une chambre à soi. C'est-à-dire que sa question, ironique quand même, c'est Virginia Woolf qui écrivait merveilleusement bien, mais en même temps, elle pose une question qui en un sens est quand même très pertinente. La question qu'elle pose, c'est, elle dit, on est début du XXe siècle, pourquoi nous les femmes écrivons moins bien que les hommes? Et elle pose ça en ayant conscience de l'existence de Jane Austen, d'autres grandes romancières anglaises, de George Sand, et puis en ayant parfaitement conscience de la valeur de sa propre prose. Et en même temps, ce qu'elle pointe là, c'est la difficulté à son époque, pour une femme, de s'affranchir totalement de ce sentiment d'illégitimité qu'elle a au moment où elle prend la plume et où elle accomplit un acte d'homme. Elle a beau être féministe, elle a beau savoir que c'est absurde de se sentir illégitime, c'est pas si simple de ne pas le sentir. Bon. Donc, bien sûr, il y a ce fatras dans nos imaginaires. Mais ça n'est pas qu'un fatras dont on pourrait travailler à se débarrasser radicalement. Qu'il faille travailler en partie à s'en débarrasser, oui, mais en même temps, c'est ce qui constitue notre identité. C'est là le vertige. C'est qu'on ne peut pas non plus faire complètement sans, sauf à se retrouver sans identité.
Et donc, finalement, dans le couple actuel, bien sûr, je ne suis pas en train de dire que la solution, c'est de s'adosser inconditionnellement au récit et de revenir au code traditionnel, justement à la place de l'homme, la place de la femme. Sûrement pas. Mais même si justement on veut en changer, ce d'où on part, c'est ce dont nous sommes constitués. Or, ça nous traverse complètement, à de multiples égards. Pour prendre un exemple même très concret de ça, pour aller dans la question, par exemple, de la sexualité et du désir sexuel. Dans la représentation dont nous héritons, et qui est pluriséculaire, le désir est masculin. Bien sûr que c'est faux biologiquement, bien sûr que les femmes éprouvent du désir sexuel. Il n'empêche que la construction imaginaire dont nous héritons, c'est une construction dans laquelle ce sont les hommes qui désirent, les hommes qui agissent, et les femmes s'offrent. Et s'offrent en y perdant leur pureté. Elles se donnent à l'homme. Bien entendu, c'est infiniment critiquable. Bien entendu, on peut comprendre, c'est assez intéressant de voir d'où ça vient, c'est même très intéressant de voir à quelle fonction ça remplit. En quelques mots, toutes les sociétés patriarcales ont le même problème, qui est celui de s'assurer de la fidélité de l'épouse. Pour une raison très simple. C'est que si c'est une société patriarcale, c'est évidemment l'époux qui va transmettre son rang, ses titres, ses prérogatives, ses possessions, ses biens à son fils. Du coup, il faut être sûr que c'est son fils. Or, pour des raisons évidentes, on sait toujours qui est la mère, on ne sait pas toujours qui est le père. Donc, il faut absolument que l'épouse soit fidèle pour être sûr que le fils de Monsieur le Marquis et le fils prétendu de Monsieur le Marquis est bien le fils de Monsieur le Marquis, et qu'il pourra être marquis à son tour légitimement. Que Monsieur, lui, aille faire éventuellement des bâtards, tant qu'il ne les reconnaît pas, tant que c'est avec des femmes de mauvaise vie, etc. D'où la dissymétrie, d'où le fait que, malgré le puritanisme de certains espaces sociaux, il y a en général des lieux où les hommes peuvent satisfaire leurs pulsions il y a de la prostitution féminine, pour le dire en termes simples, prostitution ouverte ou déguisée, avec des servantes, des femmes de mauvaise vie, entre guillemets, des actrices, des courtisanes, etc. Mais il n'y a pas du tout l'équivalent. Pas du tout l'équivalent pour les femmes. C'est elles, quand elles sont mariées, elles doivent rester fidèles. Alors, toutes les sociétés patriarcales ont ce problème-là. Elles le résolvent de différentes manières. Il y a les sociétés qui enferment les femmes, il y a les sociétés qui les mutilent, les sociétés qui les dérobent au regard, qui leur interdisent physiquement de fréquenter d'autres hommes que leurs maris. Et puis, dans notre société judéo-chrétienne, la nôtre en tout cas, dans notre société occidentale, européenne, ça s'est plutôt fait au cours des siècles par une culpabilisation de la sexualité féminine. C'est-à-dire le moyen de contrainte a plutôt été psychologique, autour d'une certaine lecture de la figure d'Ève, comme la pécheresse et la responsable de tous les maux, et autour du fait que voilà, le désir féminin, même le plaisir féminin, même au sein du mariage, serait suspect et serait la cause de tous les maux. Bon, et que la pureté d'une femme tient précisément à son désintérêt pour les choses du sexe, avec ce que ça pouvait créer de frigidité, de phénomènes d'hystérie, etc. Enfin, bref, tout ça a été assez documenté. Bon. Mais malgré tout, c'est dans nos imaginaires. C'est déjà dans le roman Courtois que je citais, c'est-à-dire qu'au fond, celui qui est actif, c'est le chevalier. Le chevalier, il va combattre le dragon. La pucelle, elle attend au sommet de sa tour. C'est le chevalier qui va accomplir des exploits. Et d'une certaine façon, le dragon qui l'abat, c'est aussi les résistances de la belle. La belle qui, à la fois, s'offre et se dérobe, résiste autant qu'elle peut jusqu'à céder. Et résiste parce qu'elle va y perdre, encore une fois, sa pureté, qu'elle va mettre sa vie sociale, symbolique, et même son existence en jeu dans le fait de céder. Elle cède. Ce qui, si on articule ça au fait que dans la plupart des unions matrimoniales, les époux ne se choisissent pas, et que dans notre société, très souvent, la femme est considérée comme une sorte de marchandise, enfin c'est une monnaie d'échange dans des unions entre hommes, entre clans, et tout ce qui est parfaitement symbolisé par le fait que l'homme va demander la main de l'épouse à son beau-père, et que c'est entre hommes que ça se conclut. Bon. Si on ajoute cela, est-ce que ça signifie sur l'entrée dans la sexualité ? C'est-à-dire le fait que finalement la nuit de noces, c'est presque toujours une sexualité contrainte, au fond. Contrainte par l'ensemble de la société,
mais c'est une sorte, malgré tout, à certains égards, de viol certes consenti, consenti au sens où elle a accepté de se marier la plupart du temps, mais un homme qu'elle n'aime pas, et qu'elle appréhende d'autant plus l'entrée dans la sexualité d'ailleurs, que ça signifie sans doute qu'elle va être bientôt enceinte, ce qui est un risque vital il y a encore quelques siècles. Sous l'Ancien Régime, la cause de mortalité d'une femme sur 3, c'était la mort en couche. Donc ça ne signifie pas qu'il y a un tiers de chance de mourir à chaque accouchement, mais ça veut dire quand même qu'à chaque accouchement, il y a une probabilité très importante, je ne sais pas si elle est d'1 sur 10, ou enfin c'est énorme, de mourir. Donc l'entrée dans la sexualité, c'est à la fois la perte de la virginité, avec tout ce qui se construit de mythes autour de la virginité, cette espèce de Rubicon qui, une fois franchi, signifiera qu'une forme de pureté est à tout jamais perdue, et c'est aussi le risque de mourir. Bon, a fortiori, cette entrée dans la sexualité, elle se fait avec un homme qu'on n'a pas choisi, qu'on ne désire pas, qui a parfois 30 ans de plus. Bon. Donc, à bien des égards, c'est une contrainte qu'on peut assimiler à une forme de viol, à bien des égards. Et ça explique notamment pourquoi, finalement, l'imaginaire du viol est si présent. Il est présent, mais il nous constitue. C'est-à-dire que c'est pas simplement qu'il est présent, qu'on le trouve contestable, inadmissible, insupportable, mais il constitue notre rapport au désir. Quand je dis qu'il est très présent, regardez les films des années 50. Regardez les westerns avec John Wayne. Quand John Wayne embrasse l'héroïne, dans un premier temps, c'est toujours de la contrainte physique. C'est-à-dire qu'elle commence toujours, toutes les scènes sont exactement filmées de la même manière. Les mains, regardez les mains de l'actrice, elles sont toujours d'abord en défense, elle se défend, elle ne veut pas embrasser, elle ne veut pas céder. Et il y a toujours 1, 2, 3 secondes pendant lesquelles, finalement, elle est impuissante parce que elle est juste trop baraquée pour elle. Et finalement, c'est le fait d'être impuissante et de sentir sa force, la force de son désir, qui la fait céder. Et les mains glissent de la poitrine de l'homme, où elle essaie de le repousser, jusqu'à ses épaules, et elle l'enlace, et elle s'abandonne à lui. Cette scène de baiser, c'est toutes les scènes quasiment de baiser de cinéma des années 30 aux années 60. Grosso modo, il faudra attendre la libération sexuelle, 68, et les années 70, pour que, au cinéma, les scènes de baiser se déroulent autrement. Ça nous a complètement façonnés. En termes anthropologiques, c'est hier ça, c'est avant-hier. On ne peut pas s'en débarrasser à peu de frais. Surtout que cette représentation, finalement, du désir, y compris de la sexualité, de la manière dont ça se passe, dont se jouent les rôles dans la sexualité, cette représentation est tapie au fond de nos inconscients. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre à une échelle politique, ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à filmer de cette façon-là, par exemple, et continuer à présenter ça comme unique mode de rapport homme-femme. Mais bien sûr que ça signifie que nous en sommes pétris, nous en sommes constitués, et que à seulement le refuser, à seulement s'opposer à cela, il y a une partie de nous-mêmes que nous refusons. Et nous nous retrouvons en lutte contre nous-mêmes, contre des pulsions qui nous horrifient, dans lesquelles nous ne nous reconnaissons pas, et à certains égards, à juste titre. C'est là où c'est très complexe. C'est là où précisément, finalement, parce que précisément nous ne sommes pas, nous avons d'un côté nos positions conscientes, mais nous ne sommes pas des êtres rationnels qui maîtriserions parfaitement l'ensemble de notre psychisme. Parce qu'il faut bien acter, finalement, que l'essentiel de notre psychisme est hors de notre portée, que c'est la manière dont notre inconscient, notre imaginaire est constitué, et que nous héritons de nos histoires singulières, de la culture à laquelle nous appartenons, que nous en sommes tissés et pétris, et que notre identité est aussi cela. Et c'est bien là que, du coup, si on veut, aujourd'hui, à la fois ne pas se caler sur des rôles qui ne nous conviennent plus, parce que précisément, nous ne sommes plus ni John Wayne, ni... Voilà, nous ne le sommes plus suffisamment pour pouvoir y croire et pour pouvoir l'incarner vraiment. Et heureusement. Mais en même temps, nous ne sommes pas non plus les hommes et les femmes du 23e siècle. Peut-être qu'un jour, j'espère, la féminité et la virilité se construiront autrement. Comment, on verra bien, et puis nous contribuons, j'espère, à ce mouvement. Mais aujourd'hui, si on n'acte pas qui on est dans notre complexité, dans nos contradictions, on est dans le rejet de soi, et finalement, ça nous limite extraordinairement. Et quand je dis que c'est le lieu de l'enchantement, c'est que c'est aussi ça qui peut permettre une exploration extrêmement riche entre aujourd'hui 2 partenaires, qui sont en plus pas nécessairement un homme et une femme,
Si ce sont deux hommes ou deux femmes, ça ne veut pas dire que tout ce dont j'ai parlé est absent. Ça complexifie simplement un peu différemment la chose. Et il y a là à inventer, mais à inventer à partir du réel. C'est-à-dire on n'invente pas ex nihilo. C'est là où précisément cette invention et finalement cette lente découverte, et c'est l'œuvre d'une vie, cette lente découverte de qui on est dans ses contradictions, de ce qu'on peut faire de telle ou telle pulsion, de tel ou tel fantasme, parce que bien sûr, ce qui nous caractérise, nous les êtres humains, c'est qu'une pulsion ou un fantasme peut être assouvi de 1000 manières. C'est-à-dire que nous pouvons tisser de la réalité avec ça, de 1000 manières différentes, en jouer, inventer des choses. Et c'est là que le couple devient finalement à la fois une aventure exploratoire, où chacun finalement demande à l'autre de l'aider à aller exhumer des parties de soi qu'il ne connaissait pas, et qui ne sont pas toujours plaisantes à découvrir, mais qui sont des parties de soi, et qui peuvent être le socle d'une richesse d'invention de relations sexuelles, mais pas seulement sexuelles, de positionnement, de fantaisie, de création, véritablement. C'est-à-dire que le défi que nous avons en face de nous, et je revendique l'aspect magique de ça, magique, on se comprend, hein, c'est pas Harry Potter, c'est pas Poudlard, c'est peut-être plus essentiel encore, c'est-à-dire cette manière dont, dans la relation, bien sûr, sur des bases de confiance, etc., mais en même temps, aujourd'hui, on n'arrête pas de parler de confiance, de bienveillance, qu'on utilise comme des mots fétiches. C'est pas que ça. Il y a des choses qui frottent là-dedans, il y a des aspérités. Retrouver pour un homme le violeur en lui, c'est évidemment pas anodin, c'est pas innocent, c'est pas juste gentil. Le retrouver, c'est pas pour devenir un violeur, évidemment. C'est pour, d'une certaine manière, faire la paix avec ce qui, dans la construction du désir chez un homme, se joue là-dedans. Faire la paix, non pas pour passer à l'acte, pour voir ce qu'on en fait dans le rapport à l'autre de ça. Et on peut en faire 1000 choses, y compris leur inversion d'ailleurs, y compris jouer tout d'un coup à adopter la position inverse. C'est très complexe. Retrouver chez une femme aussi, chez la plus ardente des féministes, ce qui en elle s'est construit aussi dans un fantasme à certains égards de soumission à la force de l'homme, etc. Et ça ne veut pas du tout dire qu'elle doit s'y complaire, s'y vautrer, et ça veut simplement dire que de tout ça, de tout ce qui nous tisse, et des pulsions contraires, parce que bien sûr qu'une femme d'aujourd'hui, et pas simplement d'aujourd'hui, elle a aussi en elle bien autre chose, y compris d'ailleurs, elle n'a pas que du féminin. C'est là aussi où les oppositions, elles sont infiniment plus complexes. Une femme s'est identifiée aussi à des hommes, peut-être à son père, peut-être à d'autres hommes, et un homme s'est aussi identifié à des femmes. Nous ne nous construisons pas simplement par des processus d'identification avec des individus du même sexe, c'est bien plus complexe. Et si on va encore plus loin, donc retrouver aussi pour un homme la femme en lui, pour une femme l'homme en elle, et jouer de tout ça. Et si on va encore plus loin, mais ça ce sera peut-être pour une autre vidéo, s'apercevoir à quel point la manière dont on se représente d'habitude l'identité sexuelle, c'est-à-dire pas simplement le fait d'être homme ou femme, là j'indique à quel point justement c'est un continent à découvrir et que c'est bien plus contradictoire, bien plus dialectique que simplement j'ai mon identité d'homme ou alors mon identité de femme, mais pas simplement. Les fameuses identités homosexuelles ou hétérosexuelles, là encore, sont des concepts qui masquent une réalité infiniment plus complexe. Là, on va s'arrêter pour l'instant là-dessus. Je ne vais pas explorer cette piste, je la réserve à plus tard, mais c'est extrêmement intéressant ce qui s'y passe. Non pas dans l'idée que, justement, une lecture un peu... pas caricaturale, parce qu'au fond, c'était la lecture de Freud, mais une lecture, finalement, qui a un siècle de retard sur tout ça, où nous serions globalement, par exemple, si nous sommes hétérosexuels, nous serions des hétérosexuels avec une homosexualité refoulée. En fait, c'est bien plus complexe. Il y a de l'homosexualité dans toute hétérosexualité, il y a de l'hétérosexualité dans toute homosexualité, et puis finalement, d'une certaine manière, ce sont à certains égards des concepts qui ne veulent rien dire. Bon, j'énonce ça de manière un peu brutale, il faudra explorer. En tout cas, c'est dans cette aventure intime que le couple peut devenir un espace assez extraordinaire.
Et que justement, d'ailleurs, l'inscription dans la durée peut avoir une valeur. Non pas que ça puisse pas être aussi extraordinaire d'avoir plusieurs histoires successives et une rencontre d'un soir, une histoire d'une nuit peut être magnifique à bien des égards. Il y a des instants de magie qui ne se comptabilisent pas en temps. Il y a des moments, des rencontres qui nous transforment, même s'ils sont très brefs. Et à l'inverse, il y a des choses qui s'inscrivent dans la durée, qui finalement ne nous ont pas changé d'un iota, et ça n'a pas vraiment été une aventure. Ça a juste été le calme plat. Bon. Mais une fois qu'on a admis ça, malgré tout, c'est là aussi qu'un couple qui dure, à condition qu'il accepte cette exploration, c'est-à-dire qu'il accepte aussi d'ailleurs que finalement comme couple, il ne va cesser de mourir pour renaître. Et que, un peu comme le phénix, pour pouvoir se donner une chance de renaître, il faut quand même accepter de brûler jusqu'à la dernière cendre. C'est-à-dire, pour reprendre la métaphore, l'analogie avec le Vendée Globe, il faut quand même accepter le gouffre, le vertige, accepter qu'à un certain moment, on ne sache plus du tout pourquoi on est là, pour que le désir ressurgisse est différent. Et bien sûr différent. Parce que si on vient au Vendée Globe, ce qui se lit dans les interviews, c'est qu'en fait, c'est pas simplement qu'ils ont eu un moment de détresse, et puis voilà, ils ont retrouvé le moral, et hop, ils arrivent, et ils gagnent, ou ils sont deuxième, ou ils sont dixième. Non, c'est parce qu'ils ont traversé ça. Le marin qui débarque au Sable d'Olonne, ce n'est pas celui qui était parti, c'est quelqu'un d'autre. C'est un rituel initiatique. Donc, bien sûr qu'on peut vivre le couple comme un espace de rituel initiatique répété, et je n'ai abordé là qu'un tout petit aspect de tout ce qui peut se jouer dans une relation de couple. Et nous avons la chance, justement, de pouvoir le vivre. C'est-à-dire, notre génération a la chance de pouvoir le vivre. Parce que, précisément, aujourd'hui, un homme peut avoir la liberté de s'apercevoir que, tiens, en lui, il y a, à un moment donné, une pulsion homosexuelle, ou qu'en lui, il y a quelque chose de très féminin, sans pour autant forcément s'effondrer sur lui-même et se demander s'il est un monstre. Qu'il a même la liberté aujourd'hui d'en parler avec la femme qu'il aime, et réciproquement, qu'il y a moyen de verbaliser ça. C'est pas parce qu'on le verbalise que pour autant les problèmes sont réglés. Non, justement. Et ensuite, il y a un travail parfois lent, parfois douloureux, parfois impossible. Mais justement, c'est là aussi qu'est l'aventure. Et c'est ce que notre génération a la chance de pouvoir vivre, à condition de se saisir de la dimension de ce dont il est question. Et c'est là, bien sûr, qu'on retrouve la question de la douance. C'est là qu'on retrouve la question de la douance, parce que précisément, si on admet que le surdoué, c'est celui qui a du mal finalement à se caler dans les codes habituels, qui a du mal à s'identifier aux étiquettes habituelles, précisément cette période où les étiquettes s'effritent, c'est à la fois la période où beaucoup de gens essayent de s'y rabattre autant qu'ils peuvent. C'est ce qui fait d'ailleurs que très souvent il y a des couples qui de l'extérieur sont même, il y a même un côté sidérant pour le surdoué à tous âges d'ailleurs. Enfin, quand j'étais prof de lycée, j'observais parfois certains de mes élèves qui à 17-18 ans étaient déjà dans ce que j'avais du mal à ne pas appeler pour moi des coucouples. Enfin, c'est-à-dire que il y avait une espèce de cellule du couple sans aucune passion, sans aucune folie, sans aucune même pas de. Il n'y avait pas cette ivresse, par exemple, d'essayer visiblement de multiplier les partenaires pour explorer sa sexualité, ou alors d'essayer de vivre justement un amour extraordinaire avec un élan romantique, avec tout ce qui peut d'ailleurs charrier éventuellement de très grandes souffrances. Non, juste le couple, la petite cellule rassurante, pas palpitante, mais très très codifiée. Et en même temps, ça tient pas. C'est-à-dire que la plupart des gens essayent de se raccrocher à ça. On est à l'époque où le mariage est presque toujours un anti-rituel incroyable. Parfois, il y a des mariages qui sont beaux, qui sont... Personnellement, je suis plutôt contre le mariage, mais en même temps, dire contre le mariage, ça veut rien dire. Il y a aussi des mariages qui sont très beaux, il y a des gens qui réinventent le rituel, mais la plupart du temps, c'est un anti-rituel. C'est-à-dire que tout le monde s'emmerde. Enfin, on est invité à un mariage, les mariés eux-mêmes s'emmerdent. On voit bien que de toute façon, pour eux, ça fait 5 ans qu'ils vivent ensemble, qu'ils se brossent les dents tous les matins dans la même salle de bain, et que du coup, même la nuit de noces, on ne sait pas trop à quoi elle va ressembler.
On ne sait pas ce qu'on est en train de faire là, et finalement eux-mêmes savent que les probabilités qu'ils divorcent dans pas si longtemps sont assez élevées, et l'avenir se réduit à faut bien avoir un projet, alors on va se marier, et puis donc puisqu'il faut avoir des projets, on va acheter un appartement, on va faire des enfants, mais parce que précisément il n'y a plus un récit collectif qui donnerait une force très grande à ça, à acquérir de la propriété, faire des enfants, devenir chef de famille, ça devient vide. C'est-à-dire que ce sont des projets très inconsistants, même quand ils adviennent. Alors, à l'époque où beaucoup de gens, finalement, justement parce que les récits s'effritent, essayent de s'y raccrocher à toute force et se raccrochent à des lambeaux, précisément ceux qui n'arrivent pas à y croire ont à la fois la malchance et la chance, c'est-à-dire la malchance de se retrouver parfois dans une espèce de vide, dans une espèce de no man's land terrible, mais s'ils savent s'en saisir, ont la chance de pouvoir profiter de ce que précisément la turbulence de notre époque offre comme espace de création.